Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Déo. Bonjour. Bonjour. The stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Je dis The parce que dans son ancienne carrière, il était chez les Américains. Hein. Oui. Non, Si. Il était chez UBS, non? Oui, Warburg, et j'ai fait Goldman avant. Donc exactement, Goldman Sachs. Et j'ai même fait des Américains. Ouais. Et voilà, et c'est très bien comme ça. Alors, on parle des marchés, pourquoi? Parce que, on parlera juste après, encore une fois, du Brexit, on va être ramené à en parler un petit peu, évidemment, mais on a quand même un rebond des marchés. Alors, ok, au moment où on parle, à la mi-journée, à midi, et quelques, on est à 5250 points, on est quasiment, on va dire, flat. Mais ce rebond, il tient, je veux dire, ça, c'est intéressant. Il n'y a pas eu vraiment de retracement, de vraie consolidation. Après ce mouvement one way, on a quasiment pris depuis le point bas, je ne sais pas, 15 ou 17%, j'ai plus ça exactement en tête. Ça ne vous surprend pas? Il y avait des motifs quand même pour les marchés, pour prendre des petits bénéfices, comme on dit, les chiffres de l'emploi américain, vendredi, qui étaient mitigés. On a le vote cette semaine du Brexit, il y a quand même eu une incertitude, même si les marchés ne croient pas du tout au pire, et peut-être qu'ils n'ont pas tort d'ailleurs. Mais voilà, ça ne vous surprend pas de cette absence de respiration, de prise de bénéfices après ce beau rebond? Si, un petit peu. C'est-à-dire qu'au tout début de l'année, on avait l'impression que les marchés étaient beaucoup trop bas par rapport aux fondamentaux. Donc on avait un argument qui était vraiment basé sur les fondamentaux en disant… Les marchés délirent, ils ont peur, les valorisations sont à la casse. Vous vous souvenez, novembre, décembre, on avait énormément baissé, beaucoup plus que ne suggéraient les chiffres économiques ou les résultats des entreprises. Donc on s'attendait à un rebond. Honnêtement, il a été plus violent, plus rapide que ce qu'on attendait. Je pense que cette histoire-là, elle est finie. Il y a une deuxième histoire qui est que, à mon avis, beaucoup d'investisseurs ont raté ce rebond-là. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez les volumes d'achat d'ETF actions, par exemple, ils sont restés très faibles. Si vous regardez… Donc cette remontée, pardon, je coupe, ce rebond, cette remontée s'est faite sans véritable volume? Oui. Dans le vent? Il n'y a pas eu énormément de volume. Si vous regardez les hedge funds, par exemple, je regarde le bêta au marché, c'est-à-dire comment ils réagissent par rapport au marché. Et leur réaction est une des plus faibles qu'on a depuis 3-4 ans. Ça veut dire que s'ils avaient beaucoup d'actions, ils surréagiraient. Là, ils ont plutôt tendance à sous-réagir. Donc, il y a beaucoup de petits détails techniques comme ça qui ont donc tendance à nous dire… Certains ont raté le train de la hausse, et donc ils sont là… Y compris quelques gros mammouths. Et donc, dès que ça baisse, vous avez intérêt à revenir petit à petit. Et donc, c'est pour ça que ça ne baisse pas vraiment. Voilà. Alors après, c'est un argument qui est faible, parce que vraiment connaître la position de tous les investisseurs, savoir comment ils vont évoluer, c'est assez compliqué. Mais on a quand même le sentiment qu'il y a une espèce de soutien au marché. Après, honnêtement, nous, on s'attend à une respiration de marché, pour reprendre votre terme. C'est-à-dire, vous attendez une consolidation? Oui, une consolidation et probablement une petite correction. Sur le CAC 40, on a pris 12%, je crois, entre le plus bas et le plus haut de l'année, peut-être un peu plus de mémoire. Donc pour vous, les indices boursiers sont amenés à corriger à court terme? Oui, c'est ça. Mais c'est une correction. Une fois de plus, je ne pense pas, nous ne pensons pas que les marchés actions soient particulièrement chers à l'heure actuelle. Alors ils le sont plus évidemment qu'il y a un mois et demi. Donc d'un côté, on se dit… Il y a du potentiel pour que ça aille plus haut parce que certains ont raté le train de la hausse et donc ils sont là en embuscade. Et en même temps, les marchés actions sont normalement valorisés, on va dire aujourd'hui. Alors normalement, ce que font tous les économistes, c'est qu'ils ont un joli modèle économique et puis ils vous disent, ben voilà, mon modèle me dit ça et donc le marché devrait être là. Moi j'ai fait l'inverse, j'ai dit, mais les marchés sont là. Qu'est-ce qu'il me faut comme chiffre économique pour justifier le niveau des marchés? Il est bon, Stéphane Déo. Merci, merci. Vous pouvez répéter. Je le pense en plus, ça qui est bien. C'est gentil. Moi, j'obtiens 1,3 de croissance sur la zone euro cette année. La BCE nous a dit 1,1, l'OCDE nous a dit 1. Ouais, c'est un petit peu au-dessus. C'est un petit peu optimiste, mais honnêtement, c'est l'épaisseur du trait. Donc, on est vraiment dans la zone grise. Alors, pourquoi une correction si finalement on est à peu près les chiffres économiques pour être à ce niveau-là des marchés actions nécessite d'avoir 1,3 de croissance en zone euro, on sera à peu près l'épaisseur du trait, vous avez dit, à ce niveau-là. Pourquoi une correction ces cas-là? Simplement parce que c'est allé trop vite, parce qu'on a certains indicateurs de momentum, en particulier techniques, qui sont un petit peu trop hauts. Et parce que sur la fin de l'année, si je vous dis le marché en termes de valorisation est au bon niveau, si je vous dis les bénéfices des entreprises vont gagner, allez, 5% sur l'année, le reste de l'année devrait être relativement médiocre. Donc je pense que les personnes qui étaient dans la hausse
vont prendre des bénéfices et donc il peut y avoir une petite correction. Mais une fois de plus, on n'est pas en train de parler des 15% qu'on a vu en novembre-décembre, c'est plutôt une petite on va pas l'annualiser évidemment, non. Sinon on serait le roi du pétrole. Non mais c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas d'explication rationnelle pour que les marchés aillent tellement plus haut. Croissance des bénéfices par action attendue 5% sur le CAC 40 sur 2018, c'est ça? 2019? C'est un peu le problème, c'est-à-dire que si je vous donne une croissance économique autour d'un 1,25, les bénéfices des entreprises devraient gagner 5%, un peu plus en étant généreux. C'est ce que prêche le marché, 5% aujourd'hui sur 2019. Voilà. Du coup, donc il n'y a pas de raison, a priori, sauf si les dossiers géopolitiques étaient amenés, encore que certains sont peut-être déjà pricés, à trouver une issue heureuse, Brexit, guerre commerciale. Sur les fondamentaux, à savoir ce que vont sortir en termes de profits des entreprises, il n'y a pas de... Peut-être des bonnes surprises à attendre, pourquoi pas, non? Ou alors il faut tabler sur des bonnes surprises. Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est pour reprendre ce que vous disiez sur la politique, c'est la prime de risque. C'est-à-dire que si on a vraiment une résolution de la guerre commerciale, d'ailleurs ce n'est pas une guerre commerciale, entre les États-Unis et la Chine, ça aiderait beaucoup. Les tensions commerciales, oui, plutôt que la guerre, effectivement. Si on a une résolution... Pourquoi vous n'aimez pas ce terme de guerre commerciale? Parce qu'on n'a pas de guerre commerciale. On a des tensions, mais on n'a pas une vraie guerre commerciale. C'est aussi pour ça que le marché a bien performé. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait une vraie guerre commerciale? Des tarifs douaniers qui augmentent. On a eu, mais on reste dans... On n'a pas une augmentation de ce genre de choses pour l'instant. Okay. Je vous ai coupé, on voit quoi je pardon. Donc, si on veut que les marchés continuent à progresser, ça peut être une histoire de prime de risque. Donc, c'est le Brexit, la guerre commerciale, etc. Ouais. Et donc là, on peut justifier peut-être des valorisations un petit peu plus élevées. Encore que sur la guerre commerciale, sur les tensions commerciales, on a le sentiment que les marchés ont quand même bien pricé les choses, non? Tout le monde a à peu près compris qu'il y aurait, a priori, à la fin du mois, un accord entre Donald Trump et Xi Jinping, à minima avec des achats de soja, de semi-conducteurs, de gaz américain, et qu'on réglerait les problèmes de fond sur le transfert des propriétés intellectuelles, etc. Tout ça, ça serait a priori... Dit autrement, on a mis une prime de risque sur la guerre commerciale il y a quelques mois. Je pense qu'elle est très largement évacuée. Même chose sur le Brexit, entre parenthèses. Si vous regardez la livre sterling... Qui remonte aujourd'hui. Oui, on est au plus haut depuis quasiment 2 ans. Donc les marchés ne croient pas du tout au pire. Pour les marchés, en gros, c'est un des marchés, on en parlera juste après, encore une fois, avec notre prochain invité, mais c'est qu'il y aura... il y aura un accord. Il y aura un accord ou il y aura une prolongation, encore une fois, oui, alors, pour palabrer, pour discuter, pour causer, et que finalement, le 29 mars, le pire ne sera pas certain. Il y a un point qui est intéressant, c'est si vous regardez la volatilité sur la livre sterling, c'est-à-dire le prix d'une assurance contre un gros mouvement de la livre sterling. À 1 mois, ça augmente petit à petit. C'est-à-dire que le marché dit, à 1 mois, il va quand même y avoir des tensions, etc. À 1 an, on reste très très bas. Donc, le marché dit... Si vous regardez ces chiffres-là, je ne sais pas trop comment ça va se passer dans les semaines qui viennent. Il va y avoir des tensions, il va falloir faire des allers-retours avec Bruxelles. Mais ne vous inquiétez pas, finalement, on aura une solution négociée. Je ne sais pas quand. Et donc, je ne suis pas fondamentalement inquiet. C'est notre scénario. C'est le scénario de tout le monde en même temps. Oui, le point qui me chagrine, c'est que si je vous dis vous avez 10% de chances de vous faire écraser en sortant dans la rue, vous n'allez pas me dire tout va très bien et j'ai 90% de chances de survivre. Vous allez me dire mais j'ai pas envie de me faire écraser. Et le Brexit, c'est pareil. Je pense qu'un hard Brexit, c'est-à-dire une sortie non négociée, est peu probable. Mais pas du tout pricé. Mais le risque est énorme. C'est l'histoire des Black Swan, des cygnes noirs qui arrivent rarement et qui ont un impact très très fort. Et donc si je vous donne un événement comme ça, qui est très peu probable, mais avec un impact très fort, il faut quand même le prendre en compte. Et je trouve le marché un petit peu zen, honnêtement, sur cette histoire-là. Assez conciliant. D'un point de vue plus macro, maintenant, encore une fois, on a eu la semaine dernière l'OCDE et la BCE, c'est pas n'importe qui ont lancé un avertissement sur le ralentissement économique en cours en zone euro et même dans le monde. On se dit quoi? Ils arrivent après la bataille, ils prennent acte d'un truc qui est en cours depuis maintenant 6 mois. Comme la cavalerie qui arrive toujours un petit peu après, où il y a vraiment un risque que ça s'intensifie, ou au contraire, ça se trouve, ça peut rebondir, parce qu'en France, notamment en France, il y a les 10 milliards d'euros pour les gilets jaunes, voilà, ces mesures-là qui vont soutenir l'activité, notamment aussi en Italie. On a les banques centrales européennes et américaines qui font tout ce qu'elles peuvent pour contrer aussi ce ralentissement, en repoussant les hausses de taux ou en faisant des pauses monétaires. Voilà. Alors, c'est quoi, vous? Nous, on plaide pour la thèse du trou d'air. C'est-à-dire qu'on a eu... Et DSK, il serait riche aujourd'hui. S'il avait fait déposer, alors à l'époque il était ministre de l'économie sous Jospin, c'est ça? Oui, c'était fin des années 90. Exactement. Il parle de trou d'air depuis, mais ce terme-là est rentré dans le domaine public. Il serait riche.
il ne l'a pas déposé, c'est trop tard. Donc c'est lui qui l'avait sorti en premier trou d'air. Oui, c'est ça. Et il avait eu raison. Oui. C'était bien un trou d'air d'ailleurs à l'époque. Oui. Donc l'idée, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'effets de court terme. C'est les normes sur l'environnement pour l'automobile, c'est les prix du pétrole qui étaient très élevés, qui ont pénalisé la consommation, etc. etc. Mais ce sont des effets qui ont été temporaires. Si vous regardez le 1% de l'OCDE ou même le 1,1 de la BCE… Sur la zone euro de croissance en 2019. Pardon, oui. Avec des chiffres de croissance très faibles qu'on a en début d'année, ça veut dire qu'il faut, sur la deuxième moitié de l'année, revenir pas loin de la croissance potentielle pour arriver à ces chiffres-là. Donc, implicitement, la BCE et l'OCDE ont une espèce de scénario de trou d'air en tête. Et si vous regardez les derniers chiffres, c'est intéressant parce qu'on a eu la production industrielle allemande pour janvier, qui était… Oui, juin 2020 oui. Non, pour janvier. Il est en marre de café, Steven Dio. Pour janvier, et c'était pas bon. On a encore eu une baisse. Ça, c'est une donnée passée, qui a 2 mois. Si vous regardez l'enquête dans l'industrie de la Banque de France qui a été publiée aussi récemment, elle s'améliore. Ça, c'est une enquête, c'est prospectif. Donc, quand on regarde dans le rétroviseur, on a des chiffres qui ne sont pas bons. Quand on regarde les chiffres qui nous racontent une histoire sur le futur, on commence à voir, je ne vais pas dire un rebond parce que c'est probablement trop fort, mais au moins une stabilisation, voire une petite amélioration. Ouais. Et on peut dire sur le reste de la planète, sur ce qui ralentit, plus ou moins, là où il y a une marque d'inquiétude sur la Chine, mais la Chine c'est tous les ans pareil. En même temps, on en parlait encore hier, il y a eu une série d'indicateurs qui sont comme très très négatifs sur la Chine, même s'il y a une prise de conscience de Pékin qui cherche aussi à mettre en place des mesures. Et voilà, encore une fois, et si les tensions commerciales devaient se calmer, est-ce qu'on peut encore une fois imaginer que le pire serait passé aussi de ce point de vue-là? Il y a 2 choses. Le premier point, c'est sur les données qui viennent de sortir, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le nouvel an chinois. Qui biaise un peu tout ça. Qui biaise énormément, Pourquoi simplement parce que tout s'arrête et donc pendant une période, il y a un impact sur l'économie qui est très fort. Et comme c'est un nouvel an lunaire, l'impact n'est jamais exactement au même endroit. Des fois c'est janvier, des fois c'est février, des fois c'est moitié-moitié, etc., etc. Donc il faut faire attention avec les chiffres, ils sont faibles, mais honnêtement ils sont très difficiles à interpréter aussi. Plus fondamentalement, si vous regardez le plan de relance chinois, il est quand même assez solide. On a connu mieux. Oui. Il est beaucoup moins massif que le plan de 2015. Oui, et on se dit que si on dit qu'il y a un problème d'endettement en Chine, au global, que nous fait Pékin? Il nous fait de la relance avec plus d'endettement. Donc on se dit que finalement… Non, je ne suis pas d'accord. Pardon. Ah non, je pose la question. Je ne suis pas un spécialiste du sujet. Je ne suis pas d'accord parce que si vous regardez les détails… C'est le défi pour Pékin de relancer la Chine sans déséquilibrer, encore une fois, notamment la partie… Vous avez un déficit public qui va énormément augmenter. Pas de l'État central, mais si vous rajoutez les provinces, les collectivités, etc., il y a un très gros stimulus fiscal. Si vous regardez par contre sur le crédit, ce qu'on appelle le total social funding, donc la croissance totale des prêts… Ça se calme. C'est en train de croître à la même vitesse que le PIB. Donc avant, vous aviez un ratio qui augmentait, vous endettiez plus vite que vous ne vous enrichissiez. Donc l'endettement privé a continué à augmenter, mais moins vite. Augmente à la même vitesse que le PIB, voilà. Donc on ne crée pas de bulle. Et ça, ils n'ont pas lâché sur ça, ils l'ont dit explicitement il y a 15 jours, si mes souvenirs sont bons. C'est une bonne chose. Et donc c'est une bonne chose, parce que forcément ça va donner une croissance un petit peu plus faible. Mais donc plus cette année, voilà, exactement. Et moi je préfère avec avoir plus, du 6… Avec plus de déficit public. Oui. Oui, tout à fait. Dans l'endettement global, il y a l'endettement public et l'endettement privé. Oui, et l'endettement public va continuer à progresser. Voilà. Donc c'est comme le grand défi au global, avec une dette globale, qu'elle ne s'emballe pas, en prenant le privé et le public, pour pouvoir conserver une croissance suffisante pour qu'il y ait des créations de postes. Oui, en fait. Tout à fait. C'est ça le grand défi. Bon, ce qu'on retient, on doit se quitter maintenant, mais ce qu'on retient en tout cas, selon vous, c'est que sur le CAC 40, c'est le point de départ, hop, la boucle est bouclée. Pour vous, il faut attendre une consolidation à court terme. On avait honnêtement le pied sur la pédale d'accélérateur de manière un peu lourde en début d'année parce qu'on pensait que les actifs risqués étaient sous-évalués. Là, on est en train de lever le pied de la pédale très très nettement parce qu'on a fait un très beau rallye. Si ça se trouve, l'année est faite sur le CAC 40. À vous écouter, c'est ça un peu, non? L'année est faite sur le CAC 40? Je ne voulais pas le dire, mais… C'est votre sentiment? Non, je pense qu'il y a encore un potentiel de hausse, mais qu'il est beaucoup plus limité. Enfin, et plus tard, après une respiration. D'une part, et d'autre part, on aura forcément plus de volatilité. Mais le gros de l'année est fait. Pas de l'année est fait, mais le gros de l'année est fait. Oui,
probablement. Ah, on en reparlera. Avec vous, Stéphane Déo, donc le stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Merci. Bye.